Et je vais rappeler maintenant M. Possever pour la prochaine présentation. La procédure Lyon, comment on dit Lyon ? Exactement, la procédure Lyon. Voilà. Vous avez tout votre temps, nous sommes un peu en avance. Très bien, très bien. Alors, je m'en réjouis que c'est en avance, mais c'est vrai que c'est un problème le remboursement, et ça fait plus de 10 ans que j'essaie de motiver les métroniques et tout ça en Suisse on peut opérer off-label use, mais s'ils pouvaient avoir des études ou un remboursement, ça serait une très bonne chose. Mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'avantages financiers pour ces grosses compagnies pour qu'ils fassent ces pas-là. On verra bien. Alors, l'histoire de la Lion procedure, Lion, c'est laparoscopy implantation of neuroprothesis. Ça veut dire la technique de la laparoscopie où nous implantons des électrodes au niveau des nerfs pelviens. Ça avait commencé nous avons mis des électrodes sur le plexus hypogastricus supérieur. Et comme vous disiez, on ne connaît pas trop encore la fonctionnalité. Vous avez raison. On l'avait fait chez des patients qui avaient des douleurs et, aux grandes surprises, on a réussi à avoir des résultats en termes de vidange de la vessie, alors qu'il n'y a pas, a priori, pas de nerfs parasympathiques vésicaux dans le plexus hypogastricus supérieur. Il y a des nerfs parasympathiques digestifs, mais c'est le mystère du système sympathique et parasympathique, et peut-être que là, il faudrait qu'on se rapproche un peu de la médecine chinoise. Alors, cette image, le miracle de Brindisi, il y a 2 chirurgiens qui étaient présents à cette époque-là, c'était en 2003, c'était tout mais pas un miracle. C'était une chirurgie où on avait pendant 3-4 heures fait une séparation des fibres, des fascicules sensitives, des fascicules motrices chez un paralysé, dans le cadre du programme SUAVE qui avait été mis en place par le professeur Rabichon. Et les chirurgiens qui ont fait cette intervention, c'était le professeur Roger Robert et moi-même. C'était il y a 20 ans, en 2003. Et à l'époque, l'idée, c'était on met un pacemaker qui va stimuler des muscles et qui va stimuler des nerfs afin de reproduire la marche. Ça veut dire une marche robotisée. Ça veut dire il y avait une nécessité d'un ordinateur qui décidait quel muscle, quel nerf devait être stimulé, dans quelle succession pour refaire cette marche. Et à l'époque, le professeur Rabichon avait dit il faut absolument séparer les fascicules sensitives des fascicules motrices, sinon si on met une électrode sur tout le nerf, on va induire de la spasticité. Le nerf, il saura plus ce qu'il aura à faire. Et alors ça a été justement la première milestone. Là, c'est également 20 ans de ma vie que j'ai passé à ça. Il y a 15-20 ans, c'était beaucoup plus facile d'utiliser des pacemakers off-label use qu'aujourd'hui. Et alors, j'ai développé cette Lion procedure, c'est-à-dire par voie laparoscopique. Je mets des électrodes sur les nerfs. Je ne fais pas de séparation des fascicules sensitives et moteurs. Je mets l'électrode sur le nerf. L'électrode n'est pas fixée au niveau du nerf. Je peux retirer les électrodes si je le veux. J'ai une électrode sur le nerf fémoral, une électrode sur le nerf sciatique, plus le nerf pointal. C'est une opération qui dure 1 heure à 1 heure et demie. Et là, vous voyez, le lendemain de l'opération, chez le paralysé, même complet, spastique, qui prouve la préservation de ce qu'on appelle le locomotoneurone, ça veut dire les cellules nerveuses de la moelle épinière basse qui vont au niveau des muscles et qui forment le nerf sciatique fémoral. Quand la spasticité est présente, ces nerfs sont en vie. Si je mets du courant dessus, j'ai une extension de la jambe chez un paralysé complet le lendemain de l'opération. Et ça a déjà été la première des choses. Ça a déjà duré près de 10 ans pour savoir qu'il ne fallait pas séparer les fascicules, ça suffisait de mettre l'électrode. La deuxième, c'était un travail de titan au chevet du patient pour arriver à retrouver les courants. Avec quel courant il me fallait stimuler les nerfs. Il n'y avait aucune publication sur ça. J'avais commencé avec Brinley. Brinley nous donne des courants de 30 volts, mais je leur cassais les jambes aux patients. C'était beaucoup, beaucoup trop important, d'autant plus qu'on est au niveau du nerf. On a besoin de beaucoup, beaucoup moins. Alors, la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que les patients ils devaient changer leur pantalon. Si vous stimulez les nerfs en permanence,
eh ben vous avez une augmentation de la masse musculaire. Et quand on compare, vous avez la stimulation fonctionnelle électrique, vous mettez des patchs au niveau de la peau et vous stimulez au travers de la peau les muscles. Ça veut dire que c'est une stimulation musculaire qui en général donne une réponse on-off. Et avec ce type de stimulation qui est courante dans les centres de réhabilitation, on arrive à gagner une masse musculaire d'environ 9 à 10%. Nous avons notre pacemaker au sein du corps, nous pouvons stimuler à basse fréquence, nous pouvons stimuler à basse intensité, on ne voit aucune fasciculation, on ne voit aucun mouvement des membres inférieurs, mais on stimule. Et de la sorte, ça c'est une image d'une étude, de l'étude Viborg. La Lion Procedure, entre-temps, je ne suis plus le seul à le faire. La Lion Procedure a été adoptée au centre de paralysés de Viborg, c'est le plus grand centre de paralysés au Danemark, et ceci dit aussi en Amérique du Sud. Et avec la stimulation, la Lion Procedure, parce que nous avons une stimulation 24 heures sur 24, nous avons un gain en masse musculaire de 30%, 3 fois plus. Voilà. Et au cours des années, je suis clinicien, je suis chirurgien, ça veut dire que je visite mes patientes. Et un jour, j'ai eu ce patient, c'était un des premiers patients que j'ai opéré, et je l'avais vu suite à l'intervention, peut-être 1-2 ans plus tard, et il m'a montré comment les jambes bougeaient. Ce dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite, c'est qu'il ne changeait pas le courant de la stimulation. C'est-à-dire le courant que le pacemaker apporte au niveau et appliqué au niveau des nerfs est constant. Ça veut dire, pour avoir un mouvement, il faudrait au moins augmenter l'intensité du courant. Et pour que la jambe redescendre le courant. Et on voit très bien, il a les 2 bras derrière son dos, il n'utilise pas la télécommande. Ça veut dire, il n'augmente pas le courant, ça veut dire, il a une extension de la jambe à même courant. Et il m'avait dit, c'est moi qui le fais, et ma pensée est la même que celle avant l'accident. Je pense, je bouge la jambe, et c'est ce qui se passe. Et à l'époque, j'ai eu l'idée de dire, ben voilà, on a un pacemaker avec pas mal de programmes, nous mettons un programme B pour étendre la jambe droite, pour muscler les quadriceps, on va mettre un programme C pour faire la même chose à gauche, on va mettre un programme D qui va nous stimuler de manière indépendante la jambe droite, la jambe gauche, et un D3 pour mettre un peu de courant au niveau des muscles glutéaux pour la stabilisation du bassin. Mais l'innovation a été sans doute de mettre un programme A à basse fréquence. Et ce programme A, basse fréquence, c'est 10 Hz, c'est un courant qui est très inhabituel en stimulation. Normalement, on est dans les 30-60. Et alors l'idée, je suis clinicien, je suis un petit gynécologue, je ne pense pas neurologie, je ne pense pas neurochirurgien, j'essaie de penser comme un être humain banal. Quand je me balade sur la plage et que je ressens une douleur sous la jambe, ma jambe se retire alors que je ne sais pas encore pourquoi. J'ai encore pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends après coup que j'ai marché sur un morceau de verre. Et ça, c'est un réflexe qui me protège. Et ce réflexe, j'ai essayé de le reproduire. Quand j'ai cette douleur et que ma jambe s'est retirée, la moelle épinière ou le membre inférieur est obligée de donner une information au cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça que j'ai essayé de reproduire en utilisant une stimulation, ce qu'on appelle antidromique. Antidromique, ça veut dire, la stimulation, c'est pas je mets du courant sur un nerf et je stimule le tout. C'est justement ce dont on parlait, c'est de la neuromodulation. Et en fonction de la fréquence que vous mettez, vous pouvez augmenter l'activité d'un nerf, vous pouvez la réduire, vous pouvez même bloquer un nerf en jouant avec la fréquence. Quand vous jouez avec la fréquence, vous envoyez des informations en direction du cerveau ou alors vers le bas, en direction du muscle. Et la stimulation antidromique, c'est une stimulation en direction du cerveau. Et l'idée, c'était de dire, je vais produire une information où j'oblige le corps humain
à transporter l'information au niveau du cerveau. Et il y a une information qu'en fait le corps humain, il doit réagir, c'est la douleur. Et si on essaye un peu avec une image, si j'ai une infirmière très, très expérimentée qui me fait une prise de sang, elle va piquer l'aiguille très très vite, je ne vais rien sentir. J'ai une élève infirmière qui va me faire une prise de sang très doucement. Je vais sentir, ça va faire mal. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec la stimulation. Une basse fréquence, je ferai une telle basse fréquence, stimulation à basse fréquence chez les non-paralysés, ça leur ferait des douleurs, ça leur créerait des douleurs. C'est un courant qui fait mal. Et alors, l'idée, après, c'était de dire, bon ben voilà, je suis à ma position et je veux aller à un point B. Il y a deux possibilités. Eh bien, je vois le point B et j'y vais. Le paralysé, il est dans la nuit. Il ne voit rien. Ça veut dire qu'il ne sait pas où il y a le plan B. Et actuellement, il y a deux types de stimulation chez le paralysé, la stimulation spinale et la stimulation périphéraire. C'est la Lion Procedure. La stimulation spinale, quand vous êtes au niveau de la moelle épinière, ça veut dire je donne du courant et je vais aller au point B, en espérant que les nerfs vont faire la bonne reconnexion. Ça veut dire, vous êtes au point de départ, je vous donne une lampe, une lampe, et je vous dis, avec cette lampe, vous allez chercher l'arrivée, le point B. C'est pas facile dans la nuit, surtout si on ne sait pas où est l'arrivée. Mon raisonnement était différent, c'était de dire, je vais mettre la lampe à l'arrivée, au point B. Ça veut dire, je stimule en dessous de la lésion, et je disais au patient, tu vas penser que tu vas bouger ta jambe. Ça veut dire, j'ai deux informations qui veulent la même chose, et même si elles ne se rejoignent pas, elles veulent la même chose. Et j'ai essayé d'obliger le corps humain à recréer cette information. Et alors, c'est vrai que pour nos patients sont des ASIA A, des ASIA B, je n'ai pas de ASIA C. Ça veut dire qu'ils sont complets ou alors ils sont incomplets sensitifs, mais pas moteurs. Et alors, la question c'était, qu'est-ce qui s'est passé chez ce patient qui arrivait à nouveau bouger la jambe? Et je suis tout à fait d'accord avec les neurochirurgiens. Je me souviens que le professeur Rabichon, il disait toujours, la cicatrice au niveau de la moelle épinière, elle est terrible. Et elle est terrible et elle se développe très très tôt pour éviter qu'il y ait des reconnexions anarchiques. Et je ne pense pas, pour ne pas dire que je suis sûr, que ma stimulation ne crée pas une reconnexion anatomique. Et pourquoi je le dis? Parce que mes paralysés qui arrivent à rebouger leurs jambes avec la tête, quand le pacemaker est éteint, il n'y a rien qui se passe. Ils ont besoin d'allumer le pacemaker, même à très basse intensité. Il ne se passe rien, on ne voit rien, le courant est là, et à ce moment-là, avec la tête, ils arrivent à bouger la jambe. S'il y avait des reconnexions anatomiques, pourquoi un nerf qui a repoussé, qui est à nouveau là, aurait besoin de courant pour faire son travail? Ça, je ne le comprends pas en tant que gynécologue. Ça veut dire, pour moi, la question, est-ce que ce n'est pas le courant lui-même qui crée un pont? Et je rappelle que, par exemple, il y a l'effet Lichtenberg effect. C'est le courant qui se transporte dans le corps humain. Et à Pittsburgh, ils ont fait des études à basse fréquence. Il semble qu'au niveau de la moelle épinière, il pourrait se créer un système d'éclair, de sorte que l'information du cerveau, et là je suis complètement en train de divaguer, mais c'est peut-être l'imagination, que l'information du cerveau se sert du courant pour transporter l'information vers le bas. Est-ce que le courant passe par la moelle épinière, par le liquide céphalo-rachidien ou en dehors? Ça, on ne le sait pas, mais il semble que ça marche. Et alors, c'est nos études, je vais vous présenter nos études, mais nous avons 70%, 10 ans de recul, 70% de nos paralysés, ASIA A et B, complets, incomplets, sensitifs, retrouvent en l'espace de 1 à 3 ans la capacité d'étendre les jambes lorsque le pacemaker est branché. Cette patiente, c'est une tétraplégique, c'est 6, incomplète. Ça, on le voit parce qu'elle a à nouveau de l'équilibre. Et vous allez voir ce qu'elle arrive après quoi faire. Voilà, ça veut dire,
on a une basse fréquence qui semble induire la création d'une connexion. La basse fréquence, elle a encore un autre effet. Parce que nous nous sommes rendus compte, nos paralysés, à partir du moment où ils s'entraînent, ils reçoivent des muscles dans les bras. Il y a des tétraplégiques qui avaient besoin d'une ceinture pour tenir dans la chaise roulante. Et 2 ans plus tard, ils venaient sans ceinture. Et j'ai demandé, vous n'avez plus besoin de ceinture? Non, j'arrive un peu à contrôler le tronc. Et ma réaction, c'est de dire, mais attendez, je ne comprends pas, je n'ai pas mis d'électrodes au niveau des nerfs du tronc. Je n'ai mis des électrodes qu'au niveau des membres inférieurs. Et là, si vous allez demander aux ostéopathes et aux physiothérapeutes, ils vont dire, mais c'est clair ce que vous faites à Posover. Vous mettez de la basse fréquence sur les nerfs, du 10 Hz. Et la basse fréquence, exactement 10 Hz, quand elle atteint au niveau des muscles, elle va entraîner une contraction des groupes musculaires. Et les groupes musculaires de tout le corps humain sont interconnectés. Ça veut dire l'idée, il y a un nerf qui stimule un muscle, il faut peut-être un peu l'oublier. Il y a des muscles qui stimulent d'autres muscles. Quand moi je bouge mon bras, vous ne voyez que je bouge mon bras. Mais en fait, il y a tous les muscles du corps à gauche qui se contractent, sinon je perdrais l'équilibre. Et c'est exactement ce qui se passe. La stimulation des groupes musculaires des membres inférieurs, et ça, c'est prouvé, il y a des études scientifiques sur ça, ces vibrations musculaires, en suivant les fascias, les muscles, je ne sais pas, remontent au-dessus de la moelle épinière et induisent des contractions coordonnées des muscles de la partie haute du corps. Et ça, on s'en est rendu compte. Vous voyez à gauche, avant l'intervention, à droite, nous avons nos tétraplégiques, qui a beaucoup plus de tétraplégiques qui ont retrouvé un contrôle du tronc, alors que nous ne stimulons pas les nerfs du tronc. Ça, c'est une tétraplégique, je le rappelle, C6, elle a un contrôle. Vous allez la revoir, cette patiente. Maintenant, je vous montre un des meilleurs cas. Un des meilleurs cas pour montrer de quoi on parle. C'est une jeune fille, elle était 18 ans comme ça, elle avait une double lésion incomplète Asia B C6 et elle avait une lésion complète D10. Elle avait été paralysée en tant qu'enfant, c'est pour ça qu'elle a la scoliose, elle est passée sous un camion. 2 ans de ma vie, j'ai refusé de l'opérer, je lui dirais ça marcherait jamais. Elle n'avait pas de contrôle du tronc, elle n'avait pas de contrôle des mains. Et voilà, vous voyez, 2 ans après l'opération, elle avait presque plus de scoliose. Vous voyez les mains, elle arrivait à nouveau à contrôler les mains. Ça, c'était 2 ans et demi après l'opération. Ses premiers pas. Elle a retrouvé une extension volontaire des genoux. Après, on peut discuter, est-ce qu'elle était vraiment Asia A ou elle ne l'était pas? J'ai pris les diagnostics de nos collègues neurochirurgiens. Et ça, c'est la même patiente 3 ans plus tard. Et vous allez encore la voir 6 mois après cette vidéo. Ça veut dire, quand on parle d'une retrouvée de la marche, ce n'est pas des balbutiements. Chez certains patients, c'est quelque chose de particulier. Notre meilleur patient arrive à marcher 2,6 km. Et vous voyez, elle ne change pas la stimulation. Le courant, il est le même. Il se passe quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais il se passe. Et là, vous revoyez cette tétraplégique. C'est une vidéo qu'elle m'a envoyée il y a 2 semaines. Et là, vous voyez, j'ai publié après 10 ans de travail dans le sucré le plus intense. J'ai travaillé et j'ai fait ma première publication l'an dernier. 93% de nos paraplégiques sont capables de tenir debout. 70% sont capables d'étendre les jambes avec la force de la tête quand le pacemaker est branché. Et 70% arrivent à faire au moins 10 mètres avec un rollateur ou alors des béquilles. Et je suis très heureux que certains de mes collègues, dont Nucélio Lemos, que vous aviez mentionné, ont repris cette étude. Il y a 2 études, Nucélio Lemos au Brésil, également 30 patients. 72% des patients ont retrouvé une marche assistée. 60% des thoraciques arrivent à nouveau marcher. Ce n'est pas notre marche, c'est une marche avec un déambulateur. Et à Aarhus, Viborg, au Danemark, exactement la même chose. Ça veut dire que nous avons en tout près de 100 patients, 3 études indépendantes avec les mêmes résultats de 70% des patients qui arrivent à marcher. Et maintenant, on en revient au système sympathique pour prouver peut-être
on connaît pratiquement rien de ce système sympathique et parasympathique. Déjà au niveau anatomique, neuroanatomique, topographique, mais au niveau fonctionnel, c'est l'horreur, on ne sait rien. Ma grosse peur que j'avais, quand je mets du courant sur le nerf sciatique, et encore plus le nerf fémoral, je stimule les nerfs sympathiques. Le tronc sympathique donne des anastomoses qui vont dans les jambes, dans les membres inférieurs, par le nerf sciatique et le nerf fémoral. Et quand on stimule le système sympathique, en général, ça devrait être la catastrophe. Les patients hauts ont des problèmes de dysréflexie. Ça veut dire ma première peur, si je mets du courant sur les nerfs et que je stimule le système sympathique, ils vont avoir une crise hypertensive et ils vont éclater un anévrisme dans la tête. J'ai été cardiovasculaire. Cardiovasculaire, ma première opération après l'amputation, c'était de faire une sympathicotomie lombaire. C'est-à-dire on coupait le tronc sympathique, c'est-à-dire on détruisait les nerfs pour ouvrir les vaisseaux. Et moi, je mets du courant sur ces mêmes nerfs, je les active. Mais ça va être l'horreur. Je vais induire des décubitus, je vais induire des escarres. La peau ne va plus être vascularisée. Et deuxièmement, j'essaie de les faire marcher. Si je stimule le système sympathique, je vais leur détruire les os. Le système sympathique aggrave l'ostéoporose des membres inférieurs. Et tout ça, c'était mes questions, donc je n'avais pas de réponse. Alors j'ai fait une photo à gauche, je laisse d'abord l'image à droite. À gauche, j'ai fait une photo à la caméra, au laser, caméra infrared, haute caméra. Vous voyez à gauche les jambes froides, à droite les jambes rouges. La différence entre les deux, j'avais branché le pacemaker. Bon, là, la réaction, c'était clair. Monsieur Possover, si tu mets du courant sur les muscles, tu as une activité musculaire, ça chauffe. Les membres vont devenir chauds. Oui, mais on a fait un examen à la plasticographie, et vous voyez, la plasticographie mesure le diamètre des vaisseaux, pas la température. Et vous allez voir, les vaisseaux sont fermés, c'était un paralysé. On a branché la stimulation à basse fréquence, et vous allez voir ce qui se passe. Les vaisseaux ne se ferment pas, mais on voit une explosion, une vasodilatation des vaisseaux. Exactement l'inverse de ce qu'on avait prévu. On avait prévu d'induire une vasoconstriction par stimulation du système sympathique. Nous avons induit une vasodilatation. Et la réponse est sans doute un traitement d'une publication de 2021 sur le système autonome, où ils ont montré que justement, quand on met de la basse fréquence sur le système sympathique, on le bloque, on ne le stimule pas. Bien évidemment, la question suivante, c'était, waouh, ça, il faut le savoir pour l'ostéoporose. On avait 5 patients, nous on avait une ostéodensitométrie avant l'opération. On l'a contrôlé 1 an après l'opération, et on a vu que non seulement l'ostéoponie et l'ostéoporose ne s'est pas détériorée, mais qu'on l'a traitée. Vous voyez ces 5 patientes, ils sont revenus dans le domaine de l'ostéopénie légère ou de l'ostéoporose. Nous avons publié ces travaux, nous avons contrôlé que l'ostéoporose des membres inférieurs. Et il y a un travail qui va sortir maintenant de Harous. Ils n'ont pas seulement contrôlé l'ostéoporose des membres inférieurs, mais du reste du corps, du rachis et des membres supérieurs. Et ils ont exactement les mêmes résultats. Et le système autonome, je me souviens d'un de mes maîtres m'avait dit, le système autonome, c'est comme du foin. Si vous mettez le feu au foin, il y a tout qui va brûler. Ça veut dire, peu importe où on met de la stimulation, de la neuromodulation sur le système sympathique, on va avoir une action sans doute sur le système sympathique de tout le corps. Et alors, chez mes paralysés, il y avait quelque chose qui m'amusait. Je disais toujours, mes meilleurs paralysés, ce sont mes fous. Ce sont mes patients qui sont hyperactifs, ils viennent, ils me prennent dans les bras, ils sourient, ils sont très heureux. Et au départ, je me suis dit, bah oui, ils sont contents parce qu'ils arrivent à nouveau à faire des pas, ils ont plus de décubitus, ils ont moins de douleur, mais peut-être autre chose. Vous voyez cette jeune patiente, c'est exactement la même chose. Elle n'arrête plus de sourire. Je vous rappelle,
les médicaments antidépressifs, qu'est-ce qu'ils font pour la plupart? Ils réduisent l'activité du système sympathique. Ça veut dire, si avec la neuromodulation, même des membres inférieurs, j'arrive à réduire ou même bloquer le système sympathique, eh bien mes patients, je vais les rendre heureux. Et c'est exactement ce qu'on a. Tout ça, c'est approuvé. Je suis dans le domaine de la vision. Et à partir du moment où j'arrive à stimuler en permanence les muscles, le patient de 90 ans qui a Parkinson, qui est dément, qui ne peut plus bouger, et je lui mets de la stimulation, et on a un gain musculaire de 30%, c'est ce qu'on appelle le traitement de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est le système, le processus de devenir vieux. On perd la masse musculaire et les muscles sont changés par du tissu adipeux. On a ça. Et si on arrive à traiter, à reproduire les mêmes résultats sur l'ostéoporose dans la population générale, on a un monde. Et il y a 2-3 ans, il y a MIT qui m'avait demandé de faire une lecture sur ça. MIT, c'est le Forschung Labor, c'est le labor scientifique de la NASA. Ils m'ont dit, Monsieur Possever, on a un problème. La Mars Mission, on n'y arrivera pas. On a 2 problèmes. Les astronautes, ils doivent s'entraîner 6-8 heures par jour pour garder la masse musculaire. Et surtout, à la moitié du transport en direction de Mars, ils vont perdre 60% de la masse du calcium des os. Où est-ce qu'elle atterrit, ce calcium? Il atterrit dans les reins. Et c'est un des gros problèmes des astronautes. Ils ont des calculs terribles. Et si vous n'êtes pas dans la Mars Mission, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pauvres gens? Il n'y aura pas d'urologue. Ça veut dire, avec notre méthode, peut-être qu'on a la possibilité de réduire leur entraînement, plus besoin de s'entraîner 6-8 heures, et peut-être qu'on arrive à réduire l'effet de la microgravité sur l'ostéoporose, et peut-être que la stimulation va rendre la mission Mars possible dans l'avenir. Alors, je pense qu'actuellement, on est en train d'ouvrir un nouveau monde dans la neuromodulation, et c'est exactement votre question. Vous avez demandé, est-ce qu'il y a des expériences sur la neuromodulation du système sympathique? Je suis sûr que ça, c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Stimuler le système sympathique, beaucoup plus important que de stimuler le système somatique. Et il y a peut-être quelqu'un qui s'en est rendu compte aussi, qui, à mon avis, va peut-être trop loin. Là, le système de stimulation du centre nerveux, c'est M. Elon Musk qui a fait ça. Et ça ne serait pas beau d'avoir, je suis aujourd'hui dépressive, je me connecte, je stimule mon système sympathique et je suis à nouveau de bonne humeur. On ouvre tout un monde dans le monde de la médecine. Et c'est vrai que tout ça, actuellement, il y a des problèmes off-label use, mais ce n'est pas une raison pour nous d'arrêter et de ne pas essayer de réaliser nos visions. Et je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'ai bien fait de vous dire qu'on avait tout le temps, parce que là, on est sorti du pelvis pour aller pratiquement jusqu'à Mars. Voilà. Alors, je cherchais le mot de cette science nouvelle, élaborée en particulier par Elon Musk, mais il ne me revient pas, mais certainement, l'homme augmenté ou transformé. Là, je crois qu'il va trop loin. Marc, c'est très fascinant et c'est très intéressant. Moi, j'ai 2 questions. Parce que quand on fait la bibliothèque de la réparation des moines, on tombe aussi sur un grand nombre de papiers qui proposent des réparations avec des cellules souches mésothéliales et un certain nombre de choses comme ça. Et ça a été publié dans Nature et ça a fait l'objet d'une médiatisation assez importante. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 voies parallèles. En t'écoutant, j'ai l'impression que les 2 voies pourraient être complémentaires et que peut-être il faudrait commencer très tôt pour essayer d'améliorer la cicatrice médulaire et après utiliser des systèmes de stimulation. Vous voulez qu'on en reparle après, M. Robert, de ça, ou on en parle tout de suite? Il y a peut-être une grosse différence. Et je crois que pour nous, les non-paralysés, on pense toujours chez le paralysé que la marche, ce n'est pas le plus important. Pour le paralysé, ce n'est pas le plus important. Et je me souviens qu'à l'époque, Marc Merger, lors du programme SUAV, il m'avait dit quelque chose de très important. Il m'avait dit, pour moi, le plus important, ça ne serait pas de marcher,
mais de pouvoir embrasser ma femme à même hauteur. Et c'est pour ça, je pense, les problèmes ostéoporose et tout ça, c'est même beaucoup plus important. Et tous ces nerfs, ils sont en dehors de la moelle épinière. Et quand on dit on stimule la moelle épinière pour la retrouver de la marge, je me dis, mais où est-ce qu'elle est, la stimulation des sympathiques? C'est peut-être ça le plus important. Un décubitus pour le paralyser, c'est la pire des choses. Et Marc, tu ne crois pas que l'effet antidépresseur, c'est juste parce qu'elles se tiennent debout et que ça leur remonte le moral de plus tout voir assis? Tu crois vraiment que c'est forcément un effet neurologique et pas juste un effet du résultat? C'est bien possible, mais le système sympathique, on peut le lire. On peut le lire, on le voit très très bien chez l'endométriose, ça veut dire que ce n'est pas simplement elle a une bonne humeur. Quand une patiente a une hyperactivité du système sympathique, il faut regarder son visage. La première chose, quand elle vous donne la main est froide et elle sue. Elle sue sous les bras alors qu'elle a un décolleté rouge, elle a un dermographisme. Les lèvres sont très sèches et elle a une dilatation de la pupille. Et ça, ce n'est pas seulement des signes de bonne humeur, c'est des signes du système sympathique. Et ces patientes-là, on voit, ils l'ont passé. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de faire des photos de l'iris avant, après la neurostimulation. D'autres questions? Je veux bien intervenir juste d'abord pour vous remercier et m'excuser de ne pas avoir pu être au début de la séance en tant que président de l'Académie et vous remercier de la qualité de ce que j'ai pu entendre à l'instant et en même temps d'accueillir un collègue suisse et francophone. Et c'est donc un plaisir, bien sûr, de vous accueillir au sein de l'Académie. J'en profite d'ailleurs pour, en ayant un peu entendu ce que vous avez dit, vous suggérer de participer très bientôt aux prochaines rencontres internationales de la chirurgie francophone qu'on organise ici même, dans l'espace juste à côté, où ce sera très important, où il y aura environ une cinquantaine de pays qui vont intervenir sur un thème qui pourrait vous concerner complètement, ou du moins un certain nombre de nos patients, puisqu'on va traiter de la problématique de la place de l'aide aux victimes des grandes catastrophes, en particulier tremblements de terre, etc., ou bien les guerres. Et donc les traumatismes de la moelle sont bien sûr malheureusement extrêmement fréquents. Et j'imagine que promettre à ces patients-là, peut-être en lien avec les hôpitaux militaires, etc., leur montrer qu'il y a des voies nouvelles pour leur permettre de récupérer des fonctions comme celle que vous avez présentée tout à l'heure, ça me paraît vraiment une voie extrêmement prometteuse et vous seriez très légitime pour venir nous parler avec cet angle-là, peut-être avez-vous une expérience de la chirurgie de guerre, parce qu'il y aura beaucoup de collègues qui sont sur le terrain, en Syrie, en Ukraine, aujourd'hui, en Afghanistan, en Algérie, en RDC, voilà, tous ces lieux horribles, et en même temps, où il y a, même chez nous, bien sûr, on a eu le Bataclan, on a eu Charlie Hebdo, etc., et donc c'est pas fini malheureusement, et donc il faut qu'on puisse montrer comment nos métiers nous permettent d'affronter ces grandes catastrophes, voilà, à nos patients, bien sûr. Donc l'invitation, merci, je vous donnerai tous les éléments pour pouvoir y répondre si vous voulez bien. Maintenant, il y a d'autres questions dans la salle parce que votre présentation était remarquable, passionnante, très variée et ouverte sur des pistes d'avenir. Merci. Pour la stimulation du sympathique, y a-t-il d'autres endroits où on peut effectuer cette stimulation du sympathique dont vous avez évoqué tous les effets bénéfiques? Je vous ai mentionné avant la stimulation du nerf dorsal du pénis. Est-ce qu'il y a une région du corps humain avec moins de système sympathique que la zone génitale? Ça veut dire qu'avec la stimulation du nerf dorsal du pénis, on stimule également des fibres sympathiques. C'est une opération de 5 minutes. Et c'était justement ce que je disais avant. Sans doute, peu importe où on le stimule, peu importe où on met le feu à la paille, il y a tout le système qui va être stimulé. Belle image. Jean-Marie Luminor. Merci beaucoup pour cette présentation. Deux points. Vous avez essentiellement et paradoxalement parlé du modèle humain. Mais qu'en est-il des mêmes applications sur des modèles animaux? Donc mammifères, primates, parce que ce serait peut-être un faisceau plus facile d'argumentation ou en tout cas de compréhension de la physiologie. Et le deuxième point, votre réflexion qui devient finalement philosophique à la fin, rejoint, à mon avis, des travaux de René Le Riche,
Et je ne sais pas si vous avez en tête les écrits de René Le Riche, qui a donc fondé la chirurgie du sympathique dans les années 1920, et son élève Fontaine, et qui a écrit donc un ouvrage, Chirurgie de la douleur, et qui, au départ, est très chirurgical, et petit à petit s'élève, comme vous le faites, vers une réflexion philosophique. Malheureusement, non, je n'ai pas connaissance de cette littérature. René Le Riche était professeur au Collège René de Le Riche, France. qui est un peu à l'origine de l'idée de la sympathectomie de vasodilatation. Moi qui suis chirurgien vasculaire, je peux vous dire que le nombre de sympathectomies lombaires qu'on a pu faire dans les années, 60, 70, c'était une opération quasiment quotidienne parce qu'on n'avait pas d'autres outils. Les vasodilatateurs ne marchaient pas, donc les pontages distaux très compliqués. Voilà, donc, et donc manifestement tout ça est complètement revu d'une manière complètement différente. Très bon outil. J'avais une question à vous poser. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et je voulais vous demander en tant que jeune chirurgien gynécologue quelle est votre vision de cette technique dans la prise en charge des patientes ayant des douleurs pelviennes et des patientes ayant de l'endométriose. La neuromodulation dans le domaine de la douleur, l'indication est très rare. En neuropelvéologie, j'aurais tendance à dire on essaie toujours de retrouver une cause pour la douleur, surtout en ce qui concerne les nerfs somatiques. L'indication de la neuromodulation, c'est dans les lésions neurogènes des nerfs somatiques. Quand vous avez une irritation des nerfs somatiques et vous mettez du courant dessus, ça fera encore plus mal. Par contre, par exemple, de mettre une électrode sur le plexus hypogastricus supérieur pour essayer de bloquer toutes les douleurs sympathiques qui viennent du bassin, ça serait quelque chose de magnifique. Mais aucune expérience dans ce domaine-là. Pas encore. Merci. Merci beaucoup, on vous félicite et on vous remercie. Et on vous dit donc à très bientôt, au mois de novembre à Paris, le 28 novembre, si vous marquez ça dans votre tablette. Merci.